Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Politique coïncident avec le début du Ramadan. L'émission s'intéressera ce soir à l'escalade dans le ton et dans l'action entre Moscou et Washington sur fond de crise ukrainienne. Que s'est-il passé et qu'est-ce qui a déclenché la polémique? Nous le saurons dans un petit instant avec nos invités. Mais avant de faire les présentations avec nos invités, je vous propose, mesdames et messieurs, de regarder ce sujet qui est signé Neila Aït Hamouda et nous revenons tout de suite après au débat. Nouvelle tension entre Moscou et Washington sur fond de conflit en Ukraine. Les États-Unis ont rejeté les plaintes de Moscou sur la livraison d'obus à uranium appauvri à Kiev. De son côté, Moscou avait jugé qu'un tel choix représenterait une aggravation sérieuse du conflit, menaçant de répliquer. John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche, a estimé que les arguments russes étaient fallacieux. Nous ne fournissons pas d'uranium appauvri. Je pense qu'il est important de se souvenir de quoi il s'agit. Il y a eu des études de santé sur les munitions contenant de l'uranium appauvri. Ce n'est pas une menace radioactive. Cela relève du domaine nucléaire, ni de près ni de loin. John Kirby a rajouté que ces obus efficaces contre les chars et les véhicules blindés ne sont pas radioactifs et ne s'approchent même pas de la catégorie des armements nucléaires. C'est un type de munition commun utilisé particulièrement pour sa capacité de perforation de blindage, dira John Kirby, prévenant que si Moscou s'inquiète pour ses tanks et les soldats qui les opèrent, ils peuvent simplement leur faire traverser la frontière pour les ramener en Russie. Les États-Unis sont de loin la première source d'aide militaire à l'Ukraine, mais ne fournissent pas d'uranium appauvri, conclut le porte-parole de la Maison-Blanche. Rappelons que les plaintes de Moscou sont justifiées par les déclarations de la vice-ministre de la Défense britannique, Annabel Goldie, qui annonce bel et bien la livraison d'armes en uranium appauvri à Kiev. Ces annonces ont enflé la polémique et pourraient exacerber les tensions entre Moscou et l'Occident, qui se traduit sur le terrain par la recrudescence des combats, notamment à Bakhmout et Zaporijia, où le risque nucléaire est très présent. Le Royaume-Uni a annoncé la livraison de chars à l'Ukraine, mais également d'obus contenant de l'uranium appauvri, alors que le président chinois se trouvait en visite à Moscou. L'annonce a été faite le jour même. Pourquoi cette annonce et le timing choisi? L'Occident a-t-il franchi le pas de trop dans ce conflit en Ukraine? Ce sont des questions auxquelles nous allons tenter de trouver des réponses avec nos invités aujourd'hui. Madame Karine Béché-Golovko, qui est juriste et professeure invitée à l'Université de Moscou. Elle est avec nous depuis Skype de Moscou. Madame Karine Béché-Golovko, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un plaisir, merci à vous. Plaisir partagé. Monsieur Eli Hatem, ou Maître Eli Hatem, avocat international et vice-président du mouvement international des russophiles. Monsieur Eli Hatem, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Vous êtes avec nous depuis Paris par Skype. Bonsoir et merci de votre invitation. Mes salutations également à votre très cher invité de Moscou. Oui, alors je disais pour commencer, Karine, alors est-ce que le timing est bien choisi justement? Est-ce que le fait d'avoir fait cette annonce alors que les deux présidents se trouvaient à Moscou et qu'ils scellaient justement leur coopération, est-ce que ce n'est pas quelque part un peu provocateur? Est-ce que ce n'est pas également un message? Il y a effectivement une provocation et l'on sent une montée des tensions ces derniers temps. Ça n'a malheureusement pas commencé avec l'annonce faite par la vice-ministre britannique de la Défense, puisque si les gens ont des doutes, il suffit d'aller sur le site du ministère de la Défense britannique et il y a sa réponse très explicite à la question qui lui a été posée sur la question de la livraison d'armes contenant de l'uranium appauvri. Donc là, en tout cas, sur ce point-là, il n'y a aucun doute. Mais cela intervient aussi, on se souviendra, après la décision extrêmement surprenante de la Cour pénale internationale de lancer un mandat d'arrêt et contre le président russe Vladimir Poutine et contre l'Ombudsman pour les enfants, alors que la Russie ne reconnaît pas la compétence de la Cour pénale internationale, ce qui donc ne lui donne pas les moyens de prendre des actes juridiques à l'encontre de la
Russie. Donc nous sommes effectivement dans une phase d'escalade générale, à la fois une escalade dans le discours, à la fois une escalade sur le plan juridique, puisqu'il y a cette volonté de faire de la Russie et de son président des parias, et sur le plan militaire, puisque la livraison d'armes à l'uranium appauvri est très loin d'être quelque chose d'anecdotique. Les Yougoslaves s'en souviennent parfaitement. L'on connaît très bien l'augmentation du nombre de cancers après que ces armes aient été utilisées lors du conflit en ex-Yougoslavie. Et le même problème, tout à fait, et le même problème s'est posé en Irak, même si évidemment les États-Unis et l'OTAN ne reconnaissent pas ces problèmes. L'on se souviendra aussi, peut-être que les Italiens pourraient dire quelque chose, parce que les Italiens notamment ont utilisé, l'armée italienne a été conduite à utiliser ces armes. Et voilà, tout à fait. Et le problème est que également les militaires qui ont tiré ces obus ont été touchés par des maladies liées justement aux contaminations atomiques. Donc, au-delà des grands discours des États-Unis sur le fait que c'est quelque chose d'absolument banal, non, ça n'est pas banal. Et oui, c'est effectivement une escalade. Il va falloir en tirer les conséquences parce que il y a un discours extrêmement malsain en Occident autour de cette question atomique, que ce soit à Zaporozhye, comme vous l'avez souligné. Rappelons quand même que Grossi et l'AIEA, soi-disant, accusent la Russie, elle, de mettre en danger la sécurité de la station nucléaire, mais personne ne demande à l'armée ukrainienne d'arrêter de tirer dessus et autour. Donc, il y a ici un danger énorme. On sent une espèce de tentation de cette armée atlantico-ukrainienne de presque vouloir jouer la carte atomique, ce qui serait une catastrophe pour le monde dans lequel nous vivons, qui vit encore avec une certaine stabilité grâce au tabou qui a été atteint après les bombardements américains au Japon suite à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et qui ont en fait conduit à priori refuser l'emploi des armes atomiques. Si ce tabou est violé, nous entrons dans une phase extrêmement grave et incontrôlable de ce conflit. Oui, très bien. Alors, vous avez quand même bien suggéré l'idée, parce que c'est la question qu'on se pose. Est-ce que quelque part l'Occident ou l'Ukraine avec ses alliés ne cherche pas à franchir ce pas d'aller vers ce qu'on appelle l'utilisation de l'armement nucléaire? On parle aujourd'hui de l'armement de l'uranium appauvri, d'obus enrichis donc en uranium appauvri. Et on vient de le voir donc dans le sujet de tout à l'heure. John Kirby disait que ce n'était pas radioactif. Est-ce que c'est vraiment la question qu'on se pose? Au fait, ce qui se pose, c'est l'interdiction même de l'arme, c'est-à-dire de l'uranium appauvri. Maintenant, la question qu'il soit radioactif ou pas, ça se discute par la suite. Qu'en pensez-vous, monsieur Eli Hatem? Écoutez, il faut dire une chose, il faut rappeler une chose, c'est que les États-Unis ne sont pas à leur premier mensonge. Souvenons-nous des arguments et des motifs fallacieux qui ont été utilisés par les États-Unis pour envahir l'Irak, pour faire chuter et déstabiliser l'État irakien. Rappelons-nous également le même mensonge de la part des Britanniques. Donc, on se pose la question sur la sincérité même des propos américains. Il faut rappeler une chose, c'est que cette situation en Ukraine n'est autre qu'une guerre qui a été préalablement préparée par les États-Unis et qui prend en otage, il faut dire, ses alliés, il faut rappeler peut-être la France, qui était le premier, d'ailleurs le président Macron, qui avait critiqué l'OTAN en disant qu'il était dans un état comatique, qu'il était dans le coma, et c'est lui qui avait également menacé à un moment donné la sortie de la France de l'OTAN lors de la crise provoquée par les États-Unis entre la France et l'Australie, au moment où il y avait un retrait de la part des Australiens du contrat qui avait été signé avec la France pour la construction donc de frégates. Donc aujourd'hui, les États-Unis prennent en otage ses alliés, utilisent le territoire ukrainien pour mener cette guerre contre la Russie. Pourquoi? Parce que c'est la Russie qui a
commencé à réapparaître sur la scène internationale depuis l'arrivée au pouvoir du président Poutine. Nous avons vu également la chute du projet politique américain en Syrie qui avait pour objectif de déstabiliser l'État syrien, de créer Daesh qui, en reprenant donc les paroles ou l'expression de l'ancien président Donald Trump lors de sa première campagne électorale, Daesh n'est autre qu'une création de la part donc des États-Unis et des services, et la vice-présidente de cette organisation n'est autre que Madame Hillary Clinton. Donc aujourd'hui, on ne peut plus croire aux propos et aux motifs qui sont utilisés par les Américains. Et comme l'a très bien démontré tout à l'heure, expliqué Madame Golovko, Karine. Pardon. Elle a très bien souligné, c'est que les Américains ont eu recours à ces armes, je dirais, qui sont très dangereuses au niveau international, n'ont jamais respecté les traités relatifs aux armements, que ça soit à la fin de la Seconde Guerre mondiale, quand ils ont donc lancé les bombes atomiques contre le Japon, mais aussi également durant la guerre du Vietnam, avec l'usage du napalm, et également en Irak avec l'utilisation donc des armes qui ont eu des répercussions sur la santé des Irakiens, de la population civile. Donc tout cela démontre que cette évidence de cet envoi d'armes avec de l'uranium donc appauvri est une réalité, parce que je vais vous prouver, et puis je termine là-dessus, que les soupçons que les Russes ont eus relativement aux armes que aurait reçu l'Ukraine et le danger que l'Ukraine aurait créé à sa frontière, s'est avéré une réalité, puisque ça fait plus d'1 an que cette opération n'a pas pu être terminée. Donc ce qui prouve que l'Ukraine reçoit des aides et constitue un danger à la propre sécurité de la Russie, et non pas comme l'Irak en 2003 avec ses motifs fallacieux comme quoi il avait des armes de destruction massive, etc., et qu'on n'avait rien trouvé sur le terrain. Oui, alors je crois que vous êtes allé complètement dans votre idée. Madame Karine Golovko, allons-nous vers une étape de guerre aux armes non conventionnelles? Est-ce que quelque part, cette affaire n'est pas le début de ce que sera l'avenir dans quelques moments, c'est-à-dire une étape de non-retour? Est-ce que ce n'est pas réellement le but recherché dès le départ par l'Occident? C'est en tout cas une tentation et pour l'instant encore une hésitation. Il y a effectivement une difficulté pour les pays occidentaux, les pays atlantistes aujourd'hui. L'on voit la limite de la capacité qu'ils ont à mener la guerre contre la Russie par l'intermédiaire uniquement de l'Ukraine et par l'intermédiaire d'armes plus ou moins conventionnelles. Il y a une certaine stabilisation du front et l'armée russe a repris l'avantage, elle avance lentement mais elle avance sûrement. Donc il faut absolument, pour les pays occidentaux, rompre cet équilibre pour reprendre l'avantage. Ils ont peu de choix finalement. Ils ont tenté d'ouvrir d'autres fronts. On voit des déstabilisations en Moldavie, on a vu une tentative en Géorgie, mais ça ne prend pas vraiment. Il y a la possibilité d'intervenir directement sur le front. Dans ce cas-là, ça les mettrait en situation de guerre directe contre la Russie, et les populations en Occident ne sont pas prêtes à passer le pas. Donc, il reste effectivement la possibilité d'utiliser une guerre sale, sachant très bien que les guerres en général sont rarement propres, mais que là, il y a cette possibilité de revenir un petit peu à ce fantasme de faire reporter sur l'adversaire les crimes que l'on commet. C'est-à-dire que, comme l'on le voit, il y a déjà cette tentative de provoquer des fuites nucléaires autour de la centrale de Zaporozhye, qui est constamment sous attaque depuis plusieurs mois. Et à chaque fois, la responsabilité est médiatiquement et politiquement reportée sur Moscou, qui, elle, défend la centrale.
Il y a ici cette tentative donc d'aller un petit peu plus loin encore et de fournir des armes qui, sans être réellement interdites, parce que là nous sommes avec l'uranium appauvri dans une zone un peu floue sur le plan juridique, Oui. il y a en tout cas réellement un risque nucléaire, mais sans aller jusqu'au bout, puisqu'il ne s'agit pas d'utiliser ouvertement, pour l'instant en tout cas, des armes nucléaires étiquetées classiques. Donc, il y a effectivement un glissement entre l'illégal et les zones grises juridiques pour déstabiliser la situation et voir aussi quelle sera la réaction de la Russie, parce que le problème que l'on voit quand même du côté russe est le fait d'être toujours dans la réponse. C'est-à-dire qu'il y a une attaque sur un point, dans ce cas-là, ils répondent. Il serait bien que l'on voit mieux quand même, de façon plus objective et apparente, autant que cela est possible, puisque dans une guerre, c'est quand même toujours difficile de médiatiser ce genre de choses, mais que l'on voit un peu mieux une stratégie à long terme de la Russie qui ne soit pas contingente des actions de l'armée atlantico-ukrainienne. Cela permettrait aussi à la Russie de reprendre l'initiative et peut-être de calmer un peu les emballements du conflit. Oui, alors ça sera un peu difficile puisque Poutine, de toute façon, avait déclaré qu'il allait répliquer s'il s'avère qu'effectivement, il y a des obus à uranium, justement, appauvri. Il y a aussi cet autre aspect qui peut-être laisse supposer qu'il y a des craintes. Est-ce que, justement, M. Eli Hatem, cela ne cache pas le fait que ces déclarations belliqueuses, parce qu'on a vu, juste après que les menaces de Poutine ont été faites, Washington ou bien même Londres n'ont pas démenti. Au contraire, ils ont juste, si vous voulez, recentré les choses sur le caractère radioactif de ces obus, en disant à Poutine que si ça ne lui plaisait pas, il n'avait qu'à reprendre ses chars vers les territoires de là où ils sont venus, à savoir donc vers la Russie. Alors, comment on peut expliquer ce caractère belliqueux, même dans le verbe, Monsieur Eli Hatem? Vous savez, c'est de la surenchère, malheureusement, de politique de part et d'autre, et puis surtout donc de la part, je dirais, de plus en plus agressive de la part des États-Unis et du monde anglo-saxon, c'est-à-dire la Grande-Bretagne, qui joue un rôle aussi très important, prépondérant, directement ou indirectement par l'intermédiaire de ses services. Il faut rappeler, je vous donne un exemple, l'assassinat de Daria Dugina, donc la fille d'Alexandre Dugin, l'un des grands penseurs russes. Selon les informations que j'ai pu avoir la semaine dernière, parce que j'étais à Moscou, tout laisse penser que ce sont les services secrets britanniques qui ont entraîné les services ukrainiens à des opérations, notamment qui ont commis cet attentat-là. Et puis qu'il y a un autre attentat qui a été déjoué, que certains médias en Occident ont parlé, mais très peu ce qu'on appelle le mainstream media en ont parlé, c'est la tentative d'assassinat de M. Konstantin Malofeyev, qui est proche du cercle du président Poutine. Donc, il faut donc revenir à ce monde anglo-saxon qui utilise tous les moyens pour affaiblir, pour faire peur. C'est ce qu'on appelle également la dissuasion verbale. Autrement dit, c'est montrer qu'on a beaucoup plus de poids que l'autre, qu'on a la possibilité d'aller plus loin, mais il faut rappeler une chose, malheureusement, quand vous avez parlé tout à l'heure des armes conventionnelles ou non conventionnelles, donc tout cela est lié à un ordre juridique international qui, malheureusement, depuis un certain temps, est totalement absent. Et aujourd'hui, il faut le dire, qu'il faut constater l'incapacité d'un organe international qui puisse faire appliquer ou sanctionner l'irrespect du droit international, qui sont les Nations Unies, qui sont devenues malheureusement comme leurs prédécesseurs, c'est-à-dire la Ligue des Nations, qui était incapable de préserver et de maintenir la paix et la sécurité internationale, ce qui avait déclenché cette Seconde Guerre mondiale, qui, elle, avait créé les Nations Unies, qui, malheureusement, depuis la fin du mandat de feu Boutros Ghali, n'a plus son mot à dire
et la société internationale, malheureusement, vit une série de violations des normes et des conventions internationales. C'est pour cette raison que je souris quand on dit que juridiquement, il y a ça et juridiquement, il y a d'autres choses. Et que malheureusement, nous vivons malheureusement de nouveau dans une jungle avec un monde unipolaire, mais la Russie et le nouveau monde, je dirais, qui est autour d'elle, qui s'est réveillé, que ce soit en Amérique latine, en Afrique, dans les pays asiatiques, au Moyen-Orient, l'Iran et j'en passe, qui ont trouvé l'occasion à cause de cette douloureuse guerre, de trouver peut-être un chemin de sortir de ce monde unipolaire vers beaucoup plus de liberté et affirmer, revenir à une sorte d'un nouveau monde libre. Où on respecte le droit international et les conventions internationales, avec éventuellement une nouvelle organisation mondiale qui puisse faire son travail d'une manière objective, loin des différentes puissances. Très bien, Monsieur Eli Hatem, mais il ne nous reste pas beaucoup de temps. Je pense même que nous arrivons à la fin de cette émission, en plus que quelques minutes. Je préfère donc, vers la fin, même s'il nous reste quelques minutes, donner le mot de la fin à Karine, juste pour conclure, Karine, et avec le fait que, est-ce que cela ne laisse-t-il pas craindre justement pour l'avenir du conflit en Ukraine, en sapant ainsi tout espoir, même minime soit-il, de retour à la normale? Il me semble qu'il faut être très clair là-dessus. Le monde qui a existé avant ne sera plus, dans tous les cas. Donc, de toute manière, nous sommes dans une configuration de conflit long. Et ça aussi, il faut bien l'intégrer. Ce n'est pas une petite opération militaire de quelques semaines, de quelques mois. Nous sommes réellement dans une guerre et une guerre de civilisation. Donc, effectivement, oui, nous allons déboucher, dans tous les cas, sur une autre configuration géopolitique. Et je suis entièrement d'accord avec votre invité. C'est effectivement ce qui se joue de savoir, est-ce que nous allons tomber dans une dictature globaliste si jamais la Russie perd, ou est-ce que nous allons pouvoir réveiller des États souverains? Et pour cela, il faut que les autres pays puissent s'allier à la Russie en comprenant que ce n'est pas soutenir la Russie, mais c'est se libérer soi-même afin de pouvoir assumer et avoir le droit à ses intérêts souverains légitimes. Plutôt sortir du joug du monde monopolaire, comme ça a toujours été le cas. Je vous remercie donc d'avoir répondu à nos questions. Karine Béché-Golovko, vous êtes juriste et professeure invitée à l'Université d'État de Moscou. Vous étiez avec nous depuis Moscou. Monsieur Eli Hatem, vous êtes avocat international et également vice-président du mouvement international russophile. Vous avez été, je crois, nommé récemment lors de votre voyage en Russie. Je vous remercie également d'avoir été notre invité ce soir et d'avoir enrichi le débat. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un autre numéro de Politique et un autre thème. Au revoir.